Bonjour à tous. Alors, après avoir vu les interactions qui sont à l'action dans les solides ioniques et dans les solides moléculaires, on va s'intéresser aux conséquences de tout ça, c'est-à-dire la solubilité de ces solides, qu'ils soient ioniques ou moléculaires, dans des solvants, donc le phénomène de dissolution. Et on va s'intéresser aussi à la fin à l'extraction de certaines espèces chimiques. Et vous allez voir que ces interactions qu'on a vues vont entrer en jeu, et également la polarité des molécules qu'on a pu voir. Alors, première chose très importante à savoir absolument, donc des petits rappels, c'est qu'est-ce que c'est qu'une solution ? Une solution, c'est le résultat de la dissolution d'un soluté dans un solvant. Ce soluté peut être évidemment gazeux, liquide ou solide. Ici, dans ce chapitre, on parle des solides ioniques et moléculaires, donc bon, ce sera prioritairement des solides. Et le solvant, c'est un liquide qui dissout, hein, d'où l'intérêt. Et donc une solution, c'est ce qu'on obtient. Alors on parle de solution quand le mélange obtenu est homogène, sinon on ne parle pas de solution. On dissout un soluté dans un solvant, on obtient une solution. Autre chose, petit rappel sur ce qu'on appelle la solubilité. C'est une grandeur qui porte une notation, un petit s. C'est la capacité qu'a un soluté de se dissoudre dans un solvant. Mais il y a une valeur pour cette grandeur, justement, pour pouvoir comparer la solubilité des différents solides, par exemple. C'est une grandeur qui s'exprime en grammes par litre. Donc attention, c'est la même unité que la masse volumique et également la même unité que la concentration en masse. Donc attention à bien comprendre ce que ça veut dire. La solubilité d'une espèce chimique, c'est la masse maximum du soluté qu'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant. Donc on parlera toujours de la solubilité dans le solvant qui nous intéresse. Par exemple, la solubilité dans l'eau pour un certain solide ne sera pas la même que la solubilité dans le cyclohexane ou dans l'éthanol, etc. Donc exemple, la solubilité du diode, qui on l'a vu est un solide moléculaire, dans l'eau, donc on désigne le solvant, est de 330 mg par litre. Ça veut dire que dans 1 litre d'eau, pour obtenir 1 litre de solution, il faudrait dissoudre, on peut dissoudre au maximum 330 mg de diode. Donc dans 1 litre d'eau, 330 mg de diode au maximum. Ça veut dire que si je prends 500 mg de diode, il en restera qui ne sera pas dissous. Donc du coup, on parle dans ce cas-là d'une solution, alors on emploie quand même le mot solution, mais saturée. Saturée parce qu'on a dissous le maximum de soluté possible et il en reste parce que on a dépassé évidemment le quota autorisé, la quantité maximale qu'on pouvait dissoudre. Dans le cyclohexane, donc dans un autre solvant, le diode a une solubilité beaucoup plus importante de 2,7 g par litre. Ça veut dire que dans le cyclohexane, on peut dissoudre dans 1 litre de cyclohexane 2,7 g de diode. C'est beaucoup plus important que dans l'eau. Donc, on pourra dire, si on compare la solubilité, que le diode est plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau. D'accord ? Même si dans l'eau, il se dissout un peu, mais vraiment un tout petit peu. D'accord ? Bon, alors voilà pour les petits rappels très importants. Alors on va commencer par la dissolution, mais d'un solide ionique, parce que c'est là où c'est le plus intéressant. Donc une solution qui a été obtenue à partir d'un solide ionique, donc quand le soluté est un solide ionique, on appelle ça une solution ionique. Bon, rien de magique. Ou électrolytique, c'est son autre nom. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est comme ça qu'on reconnaît les solutions ioniques. Elle conduit le courant électrique. Alors vous avez dû voir qu'une solution moléculaire, donc qui est obtenue à partir d'un soluté moléculaire, ne conduit pas le courant électrique. Donc par exemple, une solution qu'on a obtenue à partir en dissolvant du sel dans de l'eau, donc je rappelle que le sel c'est NaCl, c'est un solide ionique, va conduire le courant électrique, alors qu'une solution obtenue à partir de la dissolution du saccharose, donc le sucre, c'est 12H22O11, donc ça c'est le saccharose, le sucre en morceaux que vous avez chez vous. Ça se dissout très bien, sauf que donc c'est un solide moléculaire. Si vous obtenez une solution d'eau sucrée, elle ne conduira pas le courant électrique. D'accord ? Donc c'est aussi comme ça qu'on fait la différence entre une solution ionique et une solution moléculaire. Alors nous, on va s'intéresser aux solutions obtenues à partir de solutés ioniques, donc de solides ioniques,
elles conduisent le courant électrique. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on dissout un solide ionique? Le solide ionique va être totalement dissocié en ions une fois qu'on l'aura dissous dans l'eau, si on n'a pas une solution saturée évidemment. D'accord? Alors, quels sont les phénomènes qui sont mis en jeu, que vous avez à connaître, c'est-à-dire comment ça va se passer? Alors, vous avez deux petites vidéos. Je vais juste regarder un petit peu la première avec vous. La deuxième, vous pourrez la regarder, elle est un petit peu plus complète. Donc, avant de regarder la synthèse, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on a un solide ionique, donc NaCl par exemple. Les grosses boules bleues, c'est les ions Cl-. Les petites boules grises, les ions Na+. Qu'est-ce que c'est que ces molécules-là que vous voyez? Sont évidemment des molécules d'eau. L'oxygène en rouge et les deux petits atomes d'hydrogène en blanc. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les bleus, là, ils sont chargés négativement. Les petites boules grises sont chargées positivement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez les molécules d'eau qui vont aller vers le solide ionique. Mais alors, pas n'importe comment. Regardez ce qui se passe avec les gros ions bleus. La molécule d'eau, elle ne se met pas n'importe comment. Elle arrive avec les hydrogènes en première ligne. Et c'est les hydrogènes qui vont, en gros, se coller sur l'ion Cl-. On le voit bien ici. Par contre, si vous regardez pour les ions Na+, la molécule d'eau, elle arrive en présentant l'oxygène. D'accord? Alors, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que la molécule d'eau, on a vu qu'elle était polaire. Et on a vu que le pôle moins, c'est l'atome d'oxygène. Et que le pôle plus, alors je vais essayer de regarder sur une molécule d'eau, voilà, le pôle moins, il est là. Le pôle plus, il est entre les deux hydrogènes ici. D'accord? Donc, un ion chlorure, chargé négativement, donc un anion, va attirer le pôle plus de la molécule d'eau, donc les atomes d'hydrogène. Donc, c'est pour ça qu'autour de l'ion Cl-, on va avoir les molécules d'eau qui sont orientées en présentant leur pôle plus, donc les atomes d'hydrogène. Alors que le cation, donc Na+, ici, d'accord, va lui attirer le pôle moins de la molécule d'eau, donc les atomes d'oxygène. Donc ici, autour des ions Na+, la molécule d'eau va présenter son pôle moins, les atomes d'oxygène. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va juste avancer un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer au final? Vous allez avoir les molécules d'eau qui arrivent sur le cristal ionique, qui vont se coller aux ions, et des forces du coup électrostatiques vont s'exercer entre la molécule d'eau et les ions, et ces forces vont briser les interactions qui existaient entre les ions, donc les interactions attractives par exemple entre Cl- et Na+, vont être brisées à cause des nouvelles interactions qui vont intervenir. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les molécules d'eau vont dissocier le cristal. Donc c'est ce qu'on appelle la dissociation. Le cristal petit à petit va se briser totalement, va se dissocier en ces ions, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Les molécules d'eau emportent les ions, d'accord, et vont les disperser. C'est-à-dire que du coup, alors on va avancer un petit peu. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué, hein. Le cation attire le pôle moins de la molécule d'eau, hein, d'accord? Ce que vous avez ici. Si jamais vous vous demandez ces flèches là, qu'est-ce que ça représente? Ça s'appelle ce qu'on appelle les moments dipolaires et ça représente justement la polarité de la molécule. Donc là, le pôle moins est ici, pas de souci. Donc une fois que le cristal est dissocié, donc ça va être la même chose, regardez avec les ions Cl-. Donc la molécule d'eau va emporter les anions Cl-. Et donc à la fin, voilà, on va avancer un petit peu. Voilà ce qui se passe. Petit à petit, le cristal va se dissocier complètement. Les molécules d'eau vont entourer les ions. Et ces ions, du coup, vont être de plus en plus éloignés. Les interactions entre eux vont être de plus en plus faibles puisqu'ils sont entourés de molécules d'eau. Et du coup, ils vont être ce qu'on appelle solvatés, entourés de molécules d'eau. Et ensuite, ils vont être dispersés dans la solution. Donc vous voyez que dans la solution qui va être aqueuse ici, le solvant et l'eau, on a des molécules d'eau libres, seules, et on a des ions solvatés, entourés de molécules d'eau. Alors plus l'ion est gros, plus il va être entouré de molécules d'eau, évidemment.
Et alors, là, on peut se poser la question, hein, on peut se dire, il reste des molécules d'eau libres, ça veut dire qu'on va pouvoir encore dissoudre du soluté, puisqu'il y a des molécules d'eau qui vont pouvoir venir, etc. Donc, du coup, tant qu'il reste des molécules d'eau libres, on peut solvater des ions et donc dissoudre du soluté. Pourquoi à un moment on arrive à des solutions saturées? C'est quand les molécules d'eau ne sont plus disponibles, elles sont toutes occupées, donc il n'y en a plus qui sont disponibles pour venir dissocier le cristal ionique. Donc, au final, qu'est-ce que ça nous donne? Il y a une première étape, c'est la dissociation. Donc, c'est ce que je vous ai montré. Les molécules d'eau arrivent au niveau du cristal, le pôle moins vers les cations, le pôle plus vers les anions, et les interactions vont briser le cristal, les nouvelles interactions. Et le cristal, du coup, les ions vont se dissocier totalement. Ensuite, les ions vont être entourés de molécules d'eau, chacun séparément, comme ça. Donc les ions Cl- par exemple et les ions Na+. On parle de solvatation des ions, donc ils sont solvatés. Et ensuite, ils sont dispersés dans la solution. Donc les ions sont dispersés en solution aqueuse. Et on obtient du coup à la fin une solution aqueuse homogène. Donc si le solvant est l'eau, évidemment. Alors l'eau, c'est le solvant par excellence pour les cristaux ioniques, puisque la molécule d'eau est polaire. D'accord ? Il est bien évident, on va le voir à la fin du chapitre, que si le solvant, si les molécules de solvant ne sont pas polaires, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y aura pas d'interaction entre les anions ou les cations avec les molécules de solvant, puisqu'il n'y aura ni pôle plus ni pôle moins. Donc là, c'est évidemment avec un solvant polaire comme l'eau. Voilà pour les solides ioniques. Alors du coup, puisque les solides ioniques se dissolvent bien dans l'eau par exemple, on va écrire on va pouvoir représenter ce qu'on appelle des équations de dissolution. Alors les équations de dissolution doivent respecter, comme les équations de réaction, même si ce n'en est pas, la conservation des éléments chimiques et des charges électriques. Donc comment on fait? On représente à gauche le soluté solide, une flèche et le résultat. Le résultat, ce sont des ions qui sont entourés de molécules d'eau. Comment on dit qu'ils sont entourés de molécules d'eau? On met en indice AQ pour aqueux. Ça veut dire, et vous l'utilisez déjà depuis longtemps, entouré de molécules d'eau. Donc, au début, on a le soluté et à la fin, on a les ions. Alors, vous pouvez aussi trouver parfois eau ou le nom du solvant marqué au-dessus de la flèche. D'accord? Donc, pour les solides ioniques, il faut un solvant polaire. L'eau est quand même le meilleur solvant pour ça. Donc, par exemple, pour NaCl, on obtient Na+, plus Cl-. Attention, dans le soluté ionique, nous n'avons pas les charges représentées, donc il faut connaître la formule des ions pour pouvoir écrire la formule correctement. Alors, même si on ne connaît pas parfois la formule des ions, la formule du soluté ionique peut vous aider à les retrouver. Alors là, vous allez essayer tout seul, donc vous mettez pause. Dissolution du sulfate de cuivre dans l'eau, donc CuSO4. Alors pentahydraté normalement, mais là je ne l'ai pas mis. Donc hop, on va enlever. Donc CuSO4 solide, qu'est-ce que ça va nous donner dans l'eau? Et ensuite, dissolution du sulfate de sodium dans l'eau, Na2SO4. Donc là, vous pouvez essayer tout seul. Alors pour CuSO4, ça nous donnera quoi? On a un ion à partir de l'élément cuivre et un ion polyatomique ici, SO4. Alors ça va être quel ion? L'ion sulfate. Il faut connaître sa formule, SO4 2-, donc il va être aqueux dans l'eau. Et l'ion cuivre, Cu 2+. Donc pareil, aqueux également, entouré de molécules d'eau. Donc on peut mettre O au-dessus de la flèche si on le souhaite. Alors on vérifie, 2+ ici, 2 charges plus, SO4 2-, 2 charges moins, 2+, plus 2-, c'est neutre. Donc on a bien quelque chose de neutre à droite, quelque chose de neutre au niveau du solide évidemment. Donc ça marche bien. Dissolution du sulfate de sodium dans l'eau. Donc on a Na2SO4. Donc on va avoir l'ion sodium, Na+, et l'ion sulfate, SO4 2-. Alors vous voyez qu'on a un cation chargé une fois plus, un anion chargé 2 fois moins. Donc là, on ne peut pas avoir 1 pour 1, mais évidemment, vous avez un 2 ici pour Na. Ce qui veut dire que quand on va dissoudre, on va récupérer 2 ions Na+, donc solvaté, aqueux, plus un ion sulfate. Hop là, 2- aqueux. Alors on voit bien
que 2Na+, ça fait 2 charges plus, et 2 charges moins pour SO4 de moins. Donc on a bien quelque chose de neutre ici, quelque chose de neutre ici. Voilà. Alors maintenant, on va voir ce qu'on appelle les concentrations molaires apportées, donc en soluté, le solide, et effectives. Alors qu'est-ce que ça veut dire effective? C'est effectivement en solution. Donc on va voir un petit peu ce que c'est à travers une activité qui aurait dû être expérimentale, donc sur des préparations de solutions. Alors, faut essayer, vous pouvez essayer de la faire seule, tout en entier, sauf la partie pratique évidemment, et ensuite regarder la vidéo, à ce moment-là, reprendre la vidéo pour regarder la correction, enfin comme vous voulez. Alors, ce qu'on aurait dû faire, donc c'était un TP qui permettait et de repréparer des solutions, donc avec le matériel qu'il faut, tout ce qui va bien, et de découvrir ce qu'on appelle les concentrations effectives en ions, puisqu'on vient de dire qu'un solide ionique, un soluté ionique va se dissoudre dans l'eau, comme solvant, et va donner des ions en solution. Jusque-là, on a parlé des concentrations en quantité de matière ou concentration molaire d'un soluté dissous, qu'on appelait grand C. Là, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les concentrations effectives des ions. Donc cette fois-ci, concentration des ions. Alors pour ça, comme point de départ, on prend le tracutyle, qui est une solution injectable comme ça, qui est une solution ionique de chlorure de cuivre. Alors il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, mais il y a du chlorure de cuivre 2, donc Cu2+. Elle est utilisée pour pallier à des carences, justement, des manques en oligoéléments. Donc les oligoéléments, c'est des éléments chimiques en petites, dont on a besoin, mais en petite quantité dans le corps humain. Et les ions cuivre font partie de ces oligoéléments. Donc l'élément cuivre fait partie des oligoéléments dont on a besoin, mais on en a besoin en petite quantité. Si on en a trop dans le corps, là par contre ça devient toxique. Donc Cu2+, et donc si on a des carences en ces oligoéléments, on peut prendre par exemple du tracutyle. Alors, on aurait dû donc préparer une solution et comprendre le lien entre concentration molaire ou en quantité de matière maintenant et la concentration molaire effective des ions en solution. Alors, à votre disposition, quelques petits documents. Premier document, une étiquette sur le chlorure de cuivre dihydraté. Donc ça, c'est le solide, d'accord, de formule CuCl2, 2H2O. Sa masse molaire, sa solubilité dans l'eau, donc 1150 grammes par litre, ça veut dire à 20 degrés, puisque la température joue aussi parfois. À 20 degrés, ça veut dire que dans un litre d'eau, on peut dissoudre 1150 grammes de chlorure de cuivre, ce qui veut dire que c'est 1,150 kg. Autant vous dire que c'est très 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 soluble dans l'eau. Et vous avez des pictogrammes de sécurité avec les mentions de danger par rapport au chlorure de cuivre. Ensuite, quelques définitions importantes. Alors une première que vous connaissez bien, c'est la concentration en quantité de matière ou concentration molaire du soluté apporté. Alors cette concentration molaire, on la note C, alors S ici pour soluté. C'est le quotient, donc le rapport entre la quantité de matière de soluté, donc en mol, et on divise par le volume de la solution, donc le volume final de la solution. Donc quantité de matière du soluté qu'on met en solution, d'accord, divisé par le volume de la solution finale. Donc ça veut dire que si je prépare une solution de chlorure de cuivre en dissolvant 2 grammes de chlorure de cuivre pour 100 ml de solution, mon petit n, ce sera la quantité de matière correspondant à 2 grammes. Donc il faut faire le petit calcul pour trouver la quantité de matière en mol. Et le volume de la solution finale, ce sera 100 ml. D'accord ? Attention aux unités toujours, petit n en mol, volume de la solution en litres et du coup la concentration en soluté dissous, mol par litre. Alors, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on appelle la concentration molaire effective ou réelle. C'est pour ça qu'on l'appelle effective, c'est que dans la solution, on n'a plus le soluté solide. On a les ions, d'accord? Et on en a plusieurs, puisqu'on a un cation et un anion. Donc, on va parler de la concentration molaire effective d'un ion, donc soit le cation, soit l'anion. Alors, cette concentration a une autre notation que le grand C pour pouvoir comparer les deux. On met la formule de l'ion entre parenthèses et on encadre avec des crochets. Donc ça veut dire concentration molaire effective en ion. Alors par contre, la définition, elle est très simple. C'est toujours la même chose. C'est une quantité de matière divisée par le volume de la solution. Sauf que cette fois-ci, ce sera la quantité de matière de l'ion réellement en solution. Donc, elle s'écrira entre crochets le symbole de l'ion. Donc, par exemple, ça pourrait être
concentration effective de l'ion Cl-, puisque là on a CuCl2, on va récupérer des ions chlorure, Cl-. Ce serait égal à la quantité de matière effective, donc la quantité de matière en ion Cl- dans la solution. Alors on peut mettre un petit f puisque ce sera à la fin, quand la solution sera préparée, prête, et on divise par le volume de la solution. D'accord? Donc les unités sont évidemment les mêmes. Alors on y va. Donc on va essayer de découvrir ce qu'il y a à découvrir là-dessus. Alors d'abord, que signifie le terme? Donc là encore, hein, c'est une correction, faites-le tout seul avant, ce serait mieux. Que signifie le terme dihydraté annoncé dans le document 1? Bon bah, hydraté, ça veut dire qu'il y a de l'eau, d'accord? Et di, ça veut dire 2. Alors on y va dans le document 1, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah le chlorure de cuivre, c'est CuCl2,2H2O. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est dihydraté, c'est parce que c'est CuCl2, chlorure de cuivre, accompagné de 2 molécules d'eau. Ça veut dire que dans le cristal ionique, visualiser les cristaux ioniques hein, qu'on a pu déjà voir, bah, y a des molécules d'eau qui sont insérées au milieu, mais c'est solide. D'accord, ça reste solide, mais il y a quelques molécules d'eau qui sont insérées dans le cristal ionique. Donc, il faut que vous soyez habitué à cette notation. Il y a une virgule, mais le solide, c'est tout ça, sa formule. D'accord? Donc, on mettra un S après tout ça. Il ne faut pas que ça vous perturbe. Donc, du coup, on nous demande de retrouver par le calcul la masse molaire du chlorure de cuivre 2 dihydraté. Alors, bon, bah, c'est une masse molaire comme pour n'importe quelle molécule. Hein. C'est la masse molaire de CuCl2,2H2O. On la met en entier, hein, la formule du solide ionique. Donc, bah, c'est la somme des masses molaires qui constituent l'espèce chimique. Donc, on a un élément cuivre, donc ça sera la masse molaire de Cu. Alors c'est un ion cuivre hein, que vous avez à l'intérieur, mais que ce soit l'atome de cuivre ou l'ion cuivre, c'est la même masse molaire. Donc masse molaire de Cu plus, attention, Cl, il y en a 2, donc 2 fois la masse molaire de Cl, plus, alors 2 fois la masse molaire de H2O. Donc 2 fois la masse molaire de H2O. Et c'est quoi la masse molaire de H2O? Bah, c'est 2 fois la masse molaire de H. Ah mince, j'ai hop. 2 fois la masse molaire de H, plus, il y a un oxygène, une fois la masse molaire de l'oxygène. Et hop, là je mets des crochets, ça nous donne ça. Donc au final, bah, on fait l'application. Hein. La masse molaire du cuivre, on remplace, 63,5, plus 2 fois la masse molaire de Cl, 35,5, fois 2, plus 2 fois la masse molaire de l'eau. Alors, bah, 2MH, ça fait 2 fois 1, 2, plus MO, ça fait 16. Donc, on est à 18,0 grammes par mol. Alors, si vous faites le calcul, on trouve 170,5 grammes. Attention à l'unité, hein, c'est une masse molaire, donc grammes par mol. Alors, est-ce que ça va? Ben, on nous disait hein, 170,5 grammes par mol, donc pas de souci. Alors, écrit un petit peu mieux, voilà, hein, si vous voulez faire pause, voilà, c'est plus propre, c'est plus joli. On continue, j'espère que ça va jusque-là. Alors, que signifient les pictogrammes du document 1? Alors, les pictogrammes du document 1, vous les avez là et là. Alors, celui-là, hein, avec le poisson et l'arbre mort, ça veut dire toxique pour l'environnement. C'est cette mention de sécurité, très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme pour l'environnement. Donc, ça veut dire qu'on ne jette pas à l'évier. Ensuite, ce pictogramme-là, c'est nocif. Alors, c'est toutes les autres. Hein. Nocif en cas d'ingestion, provoque une irritation cutanée, provoque une sévère irritation des yeux. Donc, attention, un nocif, ça veut dire qu'il va falloir manipuler avec des gants et des lunettes. D'accord ? Alors, c'est surtout quand il est solide, il ne faut pas le respirer, faut pas l'inhaler. C'est ça qui est... Une fois que c'est en solution, c'est beaucoup moins embêtant. Donc voilà pour les pictogrammes. Alors, l'équation de dissolution dont on vient de parler justement pour le chlorure de cuivre. Alors là, j'ai pas mis, je vais le faire après, j'ai pas mis le virgule 2H2O, vous allez voir pourquoi. J'ai juste mis CuCl2 solide pour simplifier. Alors, on est dans l'eau, d'accord, hop, donc qu'est-ce qui va se passer? Bah, je récupère, là j'ai un ion Cu2+,
Et là, j'ai quoi? J'ai Cl-, mais j'en ai combien? 2. Donc, ça va nous faire Cu2+, plus 2Cl-. On a bien 2+ et 2 charges moins, donc du coup, c'est neutre. Si jamais j'avais gardé la formule totale CuCl2, 2H2O, qu'est-ce que ça aurait donné? Ça aurait donné Cu2+, plus 2Cl-, donc exactement la même chose, plus 2H2O. D'accord? Et il se trouve que on est dans l'eau, on dissout dans l'eau, on récupère de l'eau. Donc du coup, dans les équations de dissolution, vous pourrez, soit vous l'écrivez complètement comme ça, soit vous simplifiez, c'est-à-dire que vous ne mettez pas le 2H2O et vous ne le mettez pas puisqu'il y est des deux côtés. Du coup, on peut ne pas le mettre. D'accord? Alors en toute rigueur, il y est puisque la formule du solide ionique, c'est celle-ci. Mais pour simplifier et pour la suite, vous allez voir, on va l'écrire uniquement comme ça. Alors ensuite, ça va vous rappeler des choses. On a ici une équation de dissolution, mais on a dit que dans cette équation de dissolution, on conservait les éléments chimiques et les charges, exactement comme une réaction chimique, comme une équation de réaction chimique. Donc, pourquoi ne pas utiliser un tableau d'avancement de la même manière que pour une réaction chimique? Attention, ce n'en est pas une, c'est une équation de dissolution. Ça n'est pas une transformation chimique, puisque les ions étaient déjà là et ils sont là à la fin. Mais on va faire pareil. On va quand même avoir le droit de faire pareil. Donc, je vous demande de compléter de manière littérale le tableau d'avancement entre guillemets qui se produit. Donc, j'ai l'équation comme dans un tableau d'avancement normal, donc je le complète, Cu2+, plus 2Cl-. L'état du système, donc initial au cours de la transformation et l'état final. Alors ici, on va considérer que la réaction, elle est totale, donc il n'y aura pas de XF, c'est Xmax, puisque la dissolution va être totale. L'avancement, comme d'habitude, on va le mettre en mol. X égale 0 à l'état initial. La réaction de la dissolution n'a pas avancé du tout. Au cours de la transformation, on a X. Et à l'état final, on a X max, l'avancement maximal de la dissolution. Maximum de la dissolution. Alors, au niveau des quantités de matière en mol, donc on a ce qu'on pourrait appeler les réactifs de ce côté-là, le soluté du coup. Hop. Et ici, les ions qu'on récupère à la fin, de ce côté. Alors, on va appeler la quantité de matière initiale du soluté, NS, S pour soluté. Évidemment, à l'état initial, on n'a pas encore d'ions en solution, donc 0, 0. Au cours de la transformation, donc, qu'est-ce qui reste comme quantité de matière de soluté? NS moins X. D'accord? Et combien on a formé d'ions? Comme s'il y avait un 1, une fois X, plus, attention, 2X pour Cl-. Alors, je vous rappelle que ici, ça veut dire quoi, cette équation de dissolution? Ça veut dire que pour une entité CuCl2, on va récupérer un ion Cu2+, et 2 ions Cl-. Donc, pour une mole de CuCl2 dissous, on va récupérer une mole de Cu2+, et 2 moles de Cl-. Donc, si je dissous X mol de CuCl2, je vais récupérer X mol de Cu2+, et 2 fois plus, donc 2X mol de Cl-. D'accord? Donc, au final, à l'état final, alors ici, c'est comme si on avait un seul réactif. On n'a que le soluté qui se dissout. Donc, ça veut dire qu'à la fin, si la réaction elle est totale, NS moins Xmax égale 0. D'accord? Il n'y en a plus du tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur Xmax? Forcément, si NS, la quantité de matière initiale de soluté, moins Xmax égale 0, ça veut dire que Xmax égale cette quantité de matière de soluté initiale. D'accord? Et combien on récupère d'ions? Pour Cu2+, on va récupérer Xmax. Et pour Cl-, on va récupérer 2 Xmax. Ce qui voudra dire, si je remplace, on va récupérer Xmax, c'est-à-dire NS. Donc, ça veut dire que tout le soluté va être dissous et on va récupérer la même quantité de matière au final pour Cu2+, que ce qu'on avait au départ pour le soluté. Et pour Cl-, on va récupérer 2 fois la quantité de matière de soluté qu'on avait mis au départ. Alors, j'espère que ça va. Alors, on continue, parce qu'on va s'en servir un petit peu pour notre histoire de concentration molaire effective en ions.
Alors, on appelle V-sol, hein, logique, le volume de solution de chlorure de cuivre qu'on a à préparer. On vous demande d'exprimer, donc tout ça c'est en littéral, les concentrations molaires effectives en ion Cu2+, et en ion Cl-, en fonction de X max et du volume de solution V-sol d'abord, puis, dans une deuxième partie de question, en fonction de NS, donc quantité de matière initiale de soluté, et de V-sol. Alors on y va, on applique bêtement. D'après ce que vous avez dans le document au départ, on vous dit que la concentration molaire effective en ion, donc c'était X, là c'est Cu2+, ce sera la quantité de matière de cet ion, donc quand la solution elle est fabriquée, donc à la fin, divisé par le volume de solution. D'accord? Bon, on nous demande d'exprimer en fonction de X max et de V sol. V sol c'est bon. X max, nous on a NF de Cu2+. C'est pas grave. On va aller regarder dans notre tableau d'avancement et on va essayer de regarder si on ne peut pas exprimer la quantité de matière de Cu2+ en fonction de X max. Alors c'est où la quantité de matière de Cu2+ à l'état final? On est au niveau de la colonne Cu2+, état final. On est là. D'accord? Donc ça vaut X max. Et je divise par V solution. D'accord? On a ça. Ensuite, on nous demande d'exprimer en fonction de NS et de V sol. Bah oui, mais alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que X max, c'est justement NS. D'accord? Il est là. Donc du coup, ça va me donner NS sur V sol. Voilà. Donc voilà pour la concentration en ion Cu2+. Alors on fait pareil pour la concentration en ion Cl-. Ça va être la même chose. La quantité de matière à la fin d'ion Cl- sur V sol. Alors on regarde. Pour Cl-, on est dans la dernière colonne. Tac. On est dans cette colonne-là. Tac. À l'état final. On voit que c'est égal à 2x max. Et que ça vaut du coup 2ns. Donc ça nous donnera 2x max sur V sol. Et ça nous donnera 2ns sur V sol. Donc je remets. Voilà. 2x max sur volume de solution égale 2ns sur volume de solution. J'espère que ça va. Donc tout vient du tableau d'avancement. D'accord? Enfin, du pseudo-tableau d'avancement qu'on fait ici. Alors du coup, établir une relation entre la concentration molaire CS en soluté apportée, alors ça c'est en fonction de la quantité de matière de soluté qu'on a introduit en solution, et les concentrations qu'on vient de calculer, effectives, Cu2+, et concentration de Cu2+, et concentration de Cl-. Alors, on les a au-dessus, hein, pour ces deux-là. On va écrire CS. C'est quoi l'expression de la concentration en soluté dissous? Par définition, c'est la quantité de matière de soluté qu'on va mettre en solution. Là, c'est clair. C'est quoi? C'est ça. C'est NS. D'accord? Donc, ce qu'on va mettre en solution, je vais juste, hop, pour que ce soit, voilà, c'est ça. C'est NS. Donc, du coup, on va avoir que CS, c'est NS sur le volume de solution. D'accord? Donc voilà CS. Ensuite, on va regarder les concentrations qu'on a. On a concentration molaire de Cu2+, qui vaut NS sur V sol. Ah bah tiens, c'est exactement la même chose que CS. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cu2+, la concentration molaire effective en ion Cu2+ dans la solution, ça vaut la concentration en quantité de matière ou molaire en soluté apportée. Ça vaut CS. Et pour Cl-, alors on regarde. Cl-, c'est 2 fois NS sur V sol. Alors qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît NS sur V sol, c'est ça. Et ça vaut quoi? Ça vaut, c'est ça. Donc ça vaut CS. Donc à quoi est égale la concentration molaire effective en ion Cl-? C'est égal à 2 fois CS. Donc là, cette fois-ci, on a 2 fois CS.
Voilà. Donc, au final, que remarquez-vous? Dans notre équation de dissolution, on avait le soluté CuCl2 qui donnait 1 ion Cu2+, plus 2 ions Cl-. D'accord? Et bien au final, qu'est-ce qu'on a? On a que la concentration en molaire effective en ion Cu2+, c'est une fois la concentration en soluté dissous, et que la concentration en ion Cl-, c'est 2 fois la concentration en soluté dissous. Donc, on voit que, en fonction des coefficients, en gros stoichiométriques, que vous avez devant les ions, on peut avoir l'expression de leur concentration molaire effective. Leur concentration molaire effective, ce sera le coefficient stoichiométrique fois la concentration en soluté dissous. Donc ici, pour l'ion Cu2+, c'est une fois, parce qu'on récupère un ion Cu2+, et pour Cl-, ce sera 2 fois la concentration en ion Cl-. Donc si vous connaissez la concentration molaire en soluté dissous, vous pouvez retrouver la concentration molaire effective des ions que vous récupérez effectivement en solution. Il suffit de multiplier par le coefficient stoichiométrique que vous avez devant. Du coup, je vous demandais de généraliser ce que vous veniez de trouver à une équation de dissolution totalement générale, qui serait, alors on a un soluté de formule CnAP solide, qui donnerait n fois un ion Cp+, donc avec P+, comme charge, plus P fois un anion grand A N-. Là, qu'est-ce qu'on aurait? Et vous pouvez ensuite l'utiliser directement. La concentration molaire effective de l'ion Cp+, ce serait N fois, donc le coef stoichiométrique qui est devant, fois la concentration en soluté dissous, c'est-à-dire la concentration de ce soluté-là, dissous en solution. Et pour AN-, donc ce serait pour cet ion-là, donc concentration de l'anion AN-, donc concentration molaire effective en solution, ce serait P, coefficient stoichiométrique, fois la concentration en soluté dissous. Donc à partir de maintenant, vous pouvez utiliser ces résultats, c'est-à-dire que dès qu'on vous demande la concentration molaire en un ion, concentration molaire effective en solution, vous pouvez utiliser cette donnée-là. Vous, ce que vous connaissiez jusque-là, c'était les concentrations en soluté dissous. Alors, pour utiliser tout ça, une petite application évidemment, on veut préparer par dissolution d'une masse ms de soluté, oui, parce qu'il nous faut la masse à dissoudre pour pouvoir la peser et pour pouvoir fabriquer la solution. Donc une masse ms de chlorure de cuivre, toujours dihydraté, pour avoir un volume de solution de 100 ml, 100,0 ml. Donc la solution aqueuse avec les ions Cu2+, plus 2Cl-. Et on vous dit que dans cette solution, la concentration molaire effective en ion chlorure est de Cl- égale 1,0 10 puissance moins 1 mol par litre. Donc on connaît Cl-, mais il faut qu'on récupère la masse de solide à dissoudre. C'est ça qu'il nous faut. Donc proposer un protocole expérimental. Donc déjà, il va falloir trouver comment avoir ms, donc la masse de solide à dissoudre, et ensuite donner le protocole de préparation d'une solution. Ça, c'est un petit rappel, on en a déjà parlé, mais ça va permettre de rappeler les choses. Donc du coup, nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a une relation entre la concentration molaire en soluté dissous et la concentration molaire effective en ion. Ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la concentration molaire effective en ion chlorure, c'est 2 fois CS. Pourquoi? Parce que d'après l'équation de dissolution, on récupère, je vous ramène plus haut, on récupère 2Cl-. Donc on a ça. Ça, on connaît, d'accord? Mais ça, on ne connaît pas. Donc ça veut dire que CS sera égal à la concentration molaire effective en ion chlorure qu'on connaît, okay, divisé par 2. Première chose. Nous, on veut MS. Mais alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la concentration en soluté dissous, par définition, c'est la quantité de matière de soluté à introduire sur le volume de solution. D'accord? Donc, ça veut dire que la quantité de matière de soluté à dissoudre
ce sera la concentration en soluté dissous fois le volume de solution. J'espère que vous suivez toujours. Or, on sait que la concentration en soluté dissous, CS, c'est ça. Et ça, c'est la concentration en ion chlorure divisé par 2. Donc, je remplace CS par ça. Ça fait concentration en ion Cl- sur 2. J'oublie pas, multiplié par volume de solution. Alors, j'y suis presque. J'y suis presque parce que là, j'ai la quantité de matière en soluté à dissoudre. Or, moi, je veux la masse. Qu'est-ce que je sais? Je connais la relation par cœur entre la quantité de matière et la masse. Petit n égale petit m sur grand M. Donc, on a la quantité de matière de soluté à dissoudre. C'est la masse de soluté à dissoudre sur sa masse molaire. Donc, ce qui entraîne, et voilà ce que je cherche moi, la masse de soluté à dissoudre, ms égale la quantité de matière fois la masse molaire. ns fois la masse molaire. Donc, je remplace. ns, la quantité de matière de soluté à dissoudre, j'ai trouvé que c'était tout ça. Donc, je vais remplacer. Donc, je remplace ns par tout ça. Donc, j'arrive à concentration en ion Cl- sur 2 fois le volume de solution. Donc, ça, c'est ns. Et j'oublie pas de multiplier par la masse molaire du soluté à dissoudre. Et voilà l'expression littérale de la masse de soluté à dissoudre. Donc, je n'ai plus qu'à appliquer numériquement pour trouver la masse de soluté à dissoudre. Alors, je vais vous montrer sur la correction. Alors, au passage, là, il y a la correction détaillée, écrite un petit peu mieux. Donc, vous pouvez faire pause à chaque fois pour les pictogrammes. Ensuite, le tableau d'avancement. Bon, ça allait à peu près. Ensuite, les relations avec les concentrations molaires effectives. Ici. Voilà pour la généralisation. Et voilà pour ce que je viens de faire. Donc voilà l'écriture un petit peu plus jolie. Alors au niveau de l'application numérique, concentration en ion Cl- 10-1, on divise par 2. Fois la masse molaire, c'est 170,5 g par mol, et fois le volume de solution. Alors attention là, le volume de solution à mettre en litres, donc c'est 100 ml, ça fait 110 puissance moins 3 litres. On arrive à une masse de 0,85 g à dissoudre. Alors à partir de là, quand on vous demande le protocole de la dissolution, il faut le connaître parfaitement, ce protocole. Donc je rappelle qu'un protocole, c'est des verbes à l'infinitif et on met bien la verrerie qu'on va utiliser. Alors dès que vous allez avoir une solution à préparer, il faut utiliser des fioles jaugées, donc de volume très précis, des pipettes jaugées si vous faites une dilution, mais si vous faites une dissolution, faut peser très précisément la masse de solide à peser, ainsi que faut bien rincer tout pour ne pas perdre une miette de solide. Donc ça donnerait quoi le protocole à connaître? On va peser ici 0,85 g, donc le nom du soluté, chlorure de cuivre dihydraté, dans une coupelle de pesée, donc ça c'est le mieux, et on les place à l'aide d'un entonnoir dans une fiole jaugée de 100 ml ici. On n'oublie pas de rincer la coupelle pour récupérer, parce qu'il y a toujours du solide qui reste sur la coupelle, et également l'entonnoir. On rince à l'eau distillée et on récupère les eaux de rinçage dans la fiole jaugée. Ensuite, on rajoute de l'eau distillée, attention à cette étape à ne pas oublier, aux 2/3 de la fiole, et on agite pour dissoudre entièrement le soluté. Il faut agiter jusqu'à dissolution totale, et seulement une fois qu'on a dissous tout le solide, on rajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on agite pour homogénéiser. Voilà, donc ce protocole à connaître absolument. Alors, ici, le protocole, vous auriez dû le réaliser, évidemment, vous-même, d'accord? Alors, je vous ai mis le lien vers une vidéo que je vous laisserai regarder, on ne va pas la regarder là. Elle est plus complète que ce qui est demandé ici, et ce n'est pas les vraies valeurs, évidemment, mais ça vous rappelle comment on fait une dissolution, et on vous montre, et comment on fait une dilution également pour après. C'est toujours bien d'avoir tout ça, donc vous pouvez regarder jusqu'au bout. Alors, dernière question, c'était de montrer que par le calcul, que la solution qu'on obtient ici n'est pas saturée. D'accord? Alors, on a dit qu'une solution saturée, c'est une solution
où on a dissous le maximum de soluté possible. Alors, pour notre solution de chlorure de cuivre, notre solubilité, elle vaut 1150 grammes par litre. Donc là, il suffit qu'on voit si on est au-dessus ou en dessous, mais normalement non, puisqu'on a une solution, là on ne l'a pas fait nous-mêmes, hein, on a une solution homogène. Donc il faut qu'on vérifie qu'on a dissous moins de 1150 grammes par litre. Alors nous, on a une solution où on a dissous 8,5 grammes pour 100 millilitres de solution. Donc ça voudrait dire que c'est 85 grammes, donc 10 fois plus, dans 1000 millilitres, donc 10 fois plus. Or, 1000 millilitres, c'est 1 litre. Donc ça veut dire qu'on aura dissous 85 grammes dans 1 litre. On est bien en dessous des 1150 grammes qu'on peut dissoudre. Donc la solution n'est pas du tout saturée. Alors, un petit peu mieux écrit ici, hein, voilà. Donc la solubilité est 1150 grammes par litre. On peut dissoudre au maximum 1150 grammes dans 1 litre. Nous, on a dissous 0,85 grammes dans 100 millilitres. D'accord? Donc, oh là, j'ai fait une bêtise, oui, juste avant. 8,5 grammes pour 1 litre. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai multiplié par 100 et pas par 10. Hein. Donc, c'est 8,5 grammes pour 1 litre. Et on est bien en dessous de la masse maximale possible. Donc, on a bien une solution non saturée. Donc, si je modifie, oui, c'est pas... Oui, moi, j'ai fait une bêtise. C'est 0, c'est ici mon erreur. On a 0,85 grammes dans 100 millilitres. Donc, 10 fois plus. 8,5 grammes dans 1 litre. Voilà. Donc, voilà pour ce TP. Donc, j'espère que ça va pour le lien entre concentration molaire effective et concentration en soluté dissous. Alors, au niveau de ce que vous avez à savoir ensuite, donc au niveau de la synthèse, bon bah, rien de très nouveau à part cette concentration molaire effective. Donc, d'abord à connaître l'expression d'une concentration en quantité de matière ou molaire en soluté apportée. Donc, c'est la quantité de matière de soluté qu'on met en solution sur le volume de la solution. D'accord. Tous les solutions qu'on obtient sont homogènes. Ça veut dire que tout le soluté a disparu et s'est transformé en ion. Et donc, on définit ce qu'on appelle la concentration molaire effective en ion, comme on l'a défini tout à l'heure, donc à savoir. Ici, vous avez un exemple, hein, je laisserai regarder avec le sulfate de sodium. Donc, on récupère 2 ions Na+, et 1 ion sulfate. Donc, à connaître le lien, du coup, entre les concentrations molaires effectives et la concentration en soluté dissous. Vous avez 2 pour Na+, donc ce sera 2 fois la concentration en soluté dissous, et 1 pour SO4 donc 1 fois la concentration en soluté dissous. Donc vous avez un autre exemple avec le sulfate de potassium. C'est la même famille hein, que le sodium, le potassium. Donc on a la même chose ici. Voilà. Dernier petit détail qui est un peu légèrement juste hors programme, c'est sur l'électroneutralité, mais juste que ça ne rajoute pas grand-chose. Hein, c'est qu'une solution ionique, comme un solide ionique, est électriquement neutre. Même si vous avez des ions à l'intérieur, la quantité des charges élémentaires positives est égale à la quantité des charges négatives. Donc, il y a un lien comme ça avec les concentrations. Du coup, c'est si une eau, par exemple, contient tous ces ions, donc tous ces cations et tous ces anions, comme elle est neutre, ça implique une égalité entre les concentrations. D'accord. Et comme Ca2+, il y a 2 charges plus, quand on prend la concentration molaire effective en Ca2+, on multiplie par 2 puisqu'il y a 2 charges plus pour Ca2+. Donc à chaque fois, vous avez une égalité comme ça entre la somme des concentrations en tenant compte des charges, 2 pour Ca2+, 2 pour Mg2+, et 1 pour Na+, et 1 pour K+, parce qu'il y a une seule charge positive. La somme de toutes ces concentrations doit être égale à la somme de toutes les concentrations en anions. Et pareil, puisque sur le ion sulfate, il y a 2 charges moins, on multiplie par 2 ici. Voilà. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. On continuera avec solution solide moléculaire. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et la notion d'extraction également des solides. Enfin, l'extraction des espèces chimiques à l'aide de solvants. Bon courage à tous!